LCI demande s'il faut croire Poutine. Moi, je demande à LCI. Vous pensez qu'on vous croit encore ou pas? Donc, on est obligé de faire notre œuvre de salubrité et de faire ressortir les incohérences dans ce qu'ils racontent et dans leurs propos. D'accord? C'est parti, on y va dans cette réaction. Si vous aimez la vidéo, un petit j'aime, un petit abonnement et on se dit à bientôt pour une prochaine réaction. C'est parti, on y va, on rentre dedans. Et donc Poutine annonce sa volonté de mettre fin à la guerre en Ukraine en 2025. Vous nous en dites plus, Jordan Olivier? Oui, c'était lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée hier. C'était à Moscou. Le président russe est revenu sur sa rencontre avec Robert Fico, le Premier ministre slovaque. C'était dimanche au Kremlin. Beaucoup de sujets ont été évoqués, notamment la possibilité pour la Slovaquie de jouer un rôle majeur dans la résolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Un rôle de plateforme en vue d'un accord de paix. Je vous propose d'écouter cet échange assez intéressant. C'était en conférence de presse entre un journaliste russe et justement Vladimir Poutine. Écoutez. Nous entendons de plus en plus de déclarations et de spéculations venant de l'étranger, selon lesquelles le conflit en Ukraine pourrait prendre fin dès l'année prochaine et tout le monde se demande comment. Que Dieu vous entende. Nous nous efforçons de mettre fin au conflit en Ukraine. En ce qui concerne le lieu des négociations, oui, Fico a dit qu'il serait heureux de les accueillir dans son pays. Ça va être intéressant. Vous pensez que s'il y a des négociations, ça aura lieu où? Déjà, l'Europe, c'est mort. La France, n'en parlons même pas. Vous avez une petite idée, vous, ou pas? Nous n'y sommes pas opposés, pourquoi pas, puisque la Slovaquie adopte une position neutre. À notre avis, cette neutralité est une option acceptable pour nous. Voilà pour cette déclaration de Vladimir Poutine. Il est important quand même de rappeler que Robert Fico est l'un des rares dirigeants européens à rester proche du Kremlin. La Slovaquie a d'ailleurs stoppé son aide militaire à l'Ukraine. Fico reproche à Kiev de mettre en péril l'approvisionnement de son pays en gaz russe, dont la Slovaquie est évidemment très dépendante. C'est pas une question de dépendance, c'est une question d'intérêts nationaux. Je vous rappelle quand même, parce que vous ne le mentionnez jamais, que l'Europe était dépendante au gaz russe. Actuellement, l'industrie allemande est en train d'être détruite par manque justement de ce gaz. La plupart des industries allemandes sont en train de déménager et d'être relocalisées aux États-Unis à cause de ce problème d'énergie. C'est-à-dire que par manque d'énergie russe, l'Europe est en train de se désindustrialiser. Ça, vous ne le mentionnez jamais. Je suis content de voir qu'il y a des dirigeants européens qui pensent encore au bien de leur pays et de leur population. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, Jordan. On reparle ensemble dans un instant, puisqu'il y a aussi les déclarations de Sergueï Lavrov qui vont nous intéresser. Mais on va d'abord s'arrêter sur cette première épaisseur du dossier. La crédibilité d'une telle déclaration. Parce qu'après tout, l'hypothèse de négociation pour 2025, elle avance à vitesse grand V en ce moment, à coup de déclaration même de Donald Tusk, encore le Premier ministre polonais, il n'y a pas si longtemps, qui parle de négociation dès l'hiver. Oui, en fait, il y a un double effet accélérateur de cette préparation de négociation. Le premier, c'est évidemment l'élection de Donald Trump, et celui-ci ayant dit qu'il souhaitait mettre fin au conflit, les Européens se disent qu'il ne faut pas que ça se fasse sans nous. Et donc chacun avance ses pions pour essayer de prendre une place dans le dispositif. Et puis, il y a le président Zelensky lui-même qui explique qu'il y a un moment où il va falloir discuter. Il a même laissé entendre, ce qui est nouveau, que... C'est quand même triste de se dire que la France, qui il n'y a pas si longtemps était une très grande nation au niveau mondial, a perdu tout son crédit et n'aura même pas sa place dans de telles négociations. L'Ukraine ne devait pas espérer reprendre tout de suite la totalité des territoires qu'il a perdus depuis 2014, d'abord avec l'annexion de la Crimée, puis depuis l'invasion de 2022. Et donc, effectivement, comme il y a une atmosphère de négociation... Ça va, il redescend, il retrouve le sens des réalités, c'est bon ça. Mais sans que les rôles soient clairement déterminés encore, chacun essaye d'avancer ses pions. Est-ce que vous voyez une évolution, vous Xavier de Giacomoni, dans le discours de Vladimir Poutine? Moi, j'ai quand même la sensation qu'il continue de dire qu'il veut tout, absolument tout, et à ses conditions. Moi aussi, j'ai... Généralement, dans un conflit, le vainqueur a plus de chances d'imposer ses conditions que le perdant. C'est comme ça. Les États-Unis nous ont habitués à ça, à la loi du plus fort. Donc là, en l'occurrence, les plus forts, c'est les Russes. Donc ils ont plus de chances d'imposer leurs conditions.
La sensation que Vladimir Poutine ne parle absolument pas de négociation, il parle de capitulation pure et simple de l'Ukraine. Alors évidemment, il pourrait y avoir un gel de la ligne de front, mais à peine un cessez-le-feu. Il n'y aura pas de gel de la ligne de front, pardon. Il n'y aura pas de gel de la ligne de front. Je rappelle quand même que Poutine, dans les objectifs de l'opération militaire spéciale, comme il l'appelle, avait dit qu'il y avait la démilitarisation de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il a reproché aux Européens et aux Américains d'avoir armé l'Ukraine, et ça a été confirmé par la suite avec les déclarations de François Hollande et Angela Merkel qui ont dit que les accords de Minsk avaient été faits dans le but de laisser à l'Ukraine le temps de se préparer. Et Poutine, il a dit que lui, il veut pas de gel du front, il veut régler ce problème. Ça veut dire que là, il va continuer jusqu'à ce que soit l'Ukraine soit à terre, mais il ne s'arrêtera pas. Il n'y aura pas de gel de front là, faut sortir cette idée de la tête. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il dit que si il y a gel de front, il garde une menace à ses portes. Et lui, il veut régler la menace tout de suite. Il n'y aura pas de gel de front. C'est soit vous capitulez, ou soit tous les Ukrainiens vont y passer. Lui, il a le temps. Hein. Le feu, en fait, on parle même vraiment pas de paix, mais dans l'esprit du Kremlin, c'est très clair. Geler le front pour plus tard, très très vite. Justement, c'est pas clair dans l'esprit du Kremlin. Le Kremlin ne veut pas geler le front. Il veut pas geler le front. Il veut régler le problème. Il l'a dit plusieurs fois. Il veut régler le problème. Il veut régler la question ukrainienne. Vous parlez de gel de front. C'est l'Occident et l'Europe qui veut geler le front pour garder une menace constante aux portes de la Russie. Et c'était l'OTAN qui voulait même se rapprocher en Ukraine. Continuer à grignoter l'Ukraine, peut-être de manière plus politique. Il a dit... Ce qu'il a dit, c'est ça. Il a dit que si l'Ukraine utilisait les armes longue portée, ils allaient avancer encore en Ukraine de... Je pense qu'il avait dit 300 km ou 600 km. Qu'ils allaient reprendre pour justement, eux, se sécuriser et se protéger justement par rapport aux armes longue portée. Donc, tout dépend du mouvement que l'Ukraine va faire. Si les Ukrainiens utilisent les armes longue portée comme ils veulent faire et tirent en profondeur de la Russie, c'est sûr qu'ils vont perdre plus de territoire. Donc, il faut reprendre exactement les déclarations du monsieur et ne pas inventer et affabuler des trucs. C'est pas ça. Non, c'est sérieux là. C'est de la vie des gens qu'il s'agit là. Comme la Russie le fait depuis 2004 en essayant d'installer... Depuis 2004, non. Non, pas depuis 2004. Et un président à elle, un président sous influence du... Non, c'était Poroshenko. C'était un président qui a été plutôt pro-russe. Et il a été victime d'un coup d'État américain. Faut dire la vérité, vous inventez des trucs. Kremlin, à la tête du pays, Vous inventez des trucs. C'était un président pro-ukrainien. C'est actuellement, on est en train de voir l'Union européenne faire un coup d'État en Roumanie où ils ne veulent pas que le président pro-russe passe. Vous inventez des trucs là. Je suis désolé. Évidemment, après le départ de Volodymyr Zelensky. Alors, autre analyse. C'est sûr qu'il voudrait plutôt un président pro-russe qu'un président pro-occidental qui ramène une autre menace à ses portes. C'est logique. Là, on parle en termes des puissances. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, Cuba ne peut pas faire n'importe quoi à côté des Américains. Les Américains vont justement réagir. Et vous demandez à la Russie, qui est une très grosse puissance, d'accepter tout et n'importe quoi à ses portes. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on veut quelque chose pour soi-même, il faut aussi le vouloir pour l'autre. Tout petit peu différente de Pascal Bonichas que je vous soumets, c'était hier sur ce plateau. Il dit que tout le monde est en train d'évoluer. En fait, il estime que la Russie évolue, mais l'Ukraine dans le même temps, dans un quasi même mouvement. On va l'écouter, regardez. Encore heureux que l'Ukraine évolue. Tout le nombre d'Ukrainiens qui est en train de mourir là. Comment l'Ukraine s'est vidée. Vous savez, il y a des millions d'Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine et qui ne veulent plus y retourner. Les femmes notamment sont parties. Et pour la démographie, n'en parlons pas, c'est une catastrophe démographique. Ils ont perdu, entre les morts et les personnes qui ont quitté, qui sont parties et qui ne voudront pas revenir, ils ont perdu un très gros nombre de leur population. On est un peu dans le money time quand même. Tout le monde sait que Trump va arriver au pouvoir bientôt, que d'ores et déjà, la simple annonce du fait qu'il a été élu, qu'il va prendre le pouvoir, a modifié la position ukrainienne, et qu'on sait très bien que l'équation de la fin des combats a complètement changé avec la perspective d'un arrêt brutal de l'aide américaine à l'Ukraine, qui fait que Zelensky, qui voulait... Une aide américaine, je tiens à le préciser quand même, je tiens à préciser quand même, hein. Il parle d'aide américaine, mais tout l'argent qui a été débloqué, il n'a pas été donné à l'Ukraine. Il a été donné au complexe militaro-industriel américain. C'est-à-dire que dans la guerre en Ukraine,
En réalité, les États-Unis cèdent eux-mêmes parce que c'est leur industrie qu'ils relancent. Ils ne donnent à l'Ukraine que des armes. En plus, ils ont été malins. Pourquoi? Parce que ils ont donné à l'Ukraine leur vieux stock. Et eux, ils sont en train de se reconstituer du stock neuf. Non, ces gens-là, c'est vraiment des chiens, quoi. Ah, on peut être méchant comme ça. Ni négocier avec Poutine, maintenant prêt à le faire, et qui voulait jamais signer un accord tant qu'il n'aura pas récupéré tous les territoires perdus depuis le début de la guerre, y compris la Crimée. Il peut pas récupérer, il n'a pas les moyens, il n'a pas la force. Aujourd'hui, 30 pays, tout l'OTAN n'arrive pas contre la Russie. Allez, je vous l'accorde. La Russie, allez, je vous le donne cadeau. La Corée du Nord, l'Iran, je vous le donne en cadeau. Mais vous êtes 3 pays contre 30. Tu te balades dehors, tu vois 3 personnes qui tapent 30 personnes. Il y a un problème quand même. Quand tu te rends compte que vraiment la puissance là, elle a changé de camp. Dit maintenant que on peut négocier sans ces territoires et que... Oui, elle. Ben oui, là c'est le retour à la réalité, mais ils savent qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas, c'est normal. Ben, il faut se méfier un petit peu du jeu de Poutine dans ce money time dont parle Pascal Boniface, parce que les mots ont un sens. Zelensky parle de paix, mais de paix par la force, de paix armée, avec dans la zone tampon qui serait créée en cas de cessez-le-feu, des troupes européennes au sol qui seraient présentes. Donc on n'est pas du tout dans l'idée que chacun vient signer tranquillement un accord, un armistice, je ne sais quoi. Non, non, paix par la force, paix armée, les mots ont un sens. Et Zelensky, il attend évidemment que les Occidentaux continuent à l'aider massivement jusqu'au bout. Alors là, chacun a ses buts de guerre dans cette histoire. Poutine, il joue aussi sur la faiblesse de certains maillons de l'Union européenne. On pense à la Hongrie, et là aujourd'hui à la Slovaquie. Robert Fico, étant très attaché aux livraisons de gaz pour son énergie qu'il n'a pas lui-même, qu'il ne peut pas produire, donc qui vient de Russie et qui transite par l'Ukraine. Or, l'accord va s'arrêter, accord qui durait depuis 3 ans, c'est terminé. Et donc, qu'est-ce qu'essaie de faire Fico en position un peu de vassal vis-à-vis de Poutine, de lui montrer, regardez, je suis de bonne composition avec vous, donnez-moi encore de l'énergie. Non, ce n'est pas une position de vassal, c'est la position d'un pays qui connaît ses intérêts. Il sait que ses intérêts sont dans le gaz russe, que son pays en a besoin, donc il fait tout pour préserver les intérêts de son pays et de sa population. Ce n'est pas parce que les Européens, eux, ne savent pas regarder leurs intérêts, parce que trop vassaux aux États-Unis, que tout le monde est dans cette position. Vous voyez généralement les gens, ce qu'ils voient dans les gens, c'est ce qu'ils sont eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Là, il est en train de considérer quelqu'un qui voit les intérêts de son pays comme un vassal. Mais c'est parce qu'il sait que lui, c'est un vassal. Mais c'est pas parce que toi, t'es un vassal que tout le monde va avoir ta logique et va se soumettre comme ça. C'est pas parce que l'Europe se soumet en vassal aux États-Unis que tous les pays qui voient leurs intérêts sont soumis à la Russie. Ça marche pas comme ça. C'est quoi ces arguments débiles là? Énergie. Donc c'est quand même vraiment, comment dire? Dans le bon sens, je conseille à tout le monde de lire Le Grand Échiquier de Brzezinski. Brzezinski dit que pour empêcher la Russie de redevenir une grosse puissance, il faut la séparer de l'Ukraine. Et il dit aussi que si la Russie et l'Europe s'entendent et s'allient, les États-Unis vont être excentrés parce que les États-Unis, ils sont outre-Atlantiques. Ça veut dire que si l'Europe occidentale s'entend bien avec la Russie fait la jonction entre l'Europe et l'Asie. Vous voyez qu'il y a un gros bloc qui se créerait entre l'Europe et l'Asie. Et donc, ça créerait un nouveau centre d'influence d'où les États-Unis seront exclus. C'est pour ça que dans la stratégie américaine, il est important de séparer l'Europe occidentale de la Russie. Et c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire avec ce conflit en Russie. Et ça n'a jamais été dans l'intérêt de l'Europe de rentrer en conflit avec la Russie. Parce que l'industrie européenne fonctionnait avec l'énergie et le gaz russe acheté à bon prix. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est les États-Unis qui ont fait sauter le pipeline. Ça, c'est une déclaration de guerre. Mais tellement les dirigeants occidentaux, c'est des carpettes. Oh, c'est des vers de terre. Ils rompent. Tellement c'est des rampants. Ils ne disent rien. Oh oui, patron. Oh, un Américain. Pas tomber dans le panneau, quoi. Parler de Fico comme quelqu'un de neutre, c'est tout sauf la vérité. On voit mal les négociations. C'est quelqu'un qui voit les intérêts de son pays. Arrêtez d'avoir mal au cœur, c'est bon.
négociations se déroulaient à Bratislava, la capitale de la Slovaquie, alors que Et maintenant, si ça se passe là-bas, vous allez faire quoi? Ça se passera sûrement pas en France. Vu le comportement débile qu'a eu Macron dans ce conflit, il n'y aura jamais de négociations en France. Qu'est-ce que vous opposez? Non, vraiment, quel pays aura les négociations? est totalement dans les mains de Poutine. Mais- Il sera au défilé du 9 mai 2025 sur la place rouge à Moscou, et il a déjà déclaré que si jamais Poutine venait dans son pays, alors Il y a des dirigeants qui veulent être proches des États-Unis. Il y a des dirigeants qui veulent être proches de la Russie. La différence est que les États-Unis, eux, n'admettent que des vassaux parce qu'ils veulent conserver leur position d'hégémon. Alors que la Russie, dans sa politique internationale, que ce soit même avec les BRICS, n'est pas dans cette position de vouloir imposer sa volonté comme le fait les États-Unis. Arrêtez vos conneries, ça ne passe pas. Les peuples du monde ont compris, on a vu dedans. alors même qu'il est recherché par un mandat d'arrêt international de la CPI et que la Slovaquie a ratifié le statut de Rome, il ne l'arrêterait pas. Donc c'est pas un acteur neutre Mais du tout. Il nous affaiblit tous collectivement. Il nous fait tous passer Bien pour sûr. des idiots. Fico par la même. Il est membre de l'Union. Non, c'est le plus intelligent. C'est l'Europe qui passe pour des idiots, parce que la planète entière a remarqué que les Européens vont contre les intérêts dans ce conflit. Ils vont contre leurs propres intérêts. C'est comme si tu es là, tu es assis sur une branche, tu es en train de couper la branche sur laquelle tu es assis. Mais tout le monde est en train de te voir, tout le monde voit que tu es imbécile. Lui, il est intelligent, parce que lui, il suit les intérêts de son pays. Et lui, ses intérêts, c'est dans la consommation de l'énergie russe. C'est pas parce que vous avez choisi de vous asseoir sur ça que tout le monde va faire comme vous. Européenne. Et donc potentiellement, on a un membre de l'Union européenne qui dit ok, très bien, rien à faire de tout ce que vous pouvez dire, de tout Le seul membre de l'Union européenne intelligent et cohérent. ce que vous pouvez penser, les négociations, ce sera sur le sol européen. C'est vraiment fou, mais c'est pas impossible en plus. C'est un allié objectif et Parce qu'il ne il l'arrêtera s'en pas. cache pas. Il y a un mandat d'arrêt. Il y a un mandat Non, d'arrêt. il l'arrêtera pas. non. Pizzo n'arrêterait pas. Il l'a dit, en Non, tout cas. bien sûr que non. Juste moi, il y a une autre petite chose qui m'a pas mal. La CPI est quand même télécommandée par les pays occidentaux. Hein? Comment ça se fait que les États-Unis n'ont jamais accepté de ratifier le traité de la CPI? Bah, ils savent que s'ils signent là-bas, c'est tous leurs généraux qui vont aller en prison. Tellement là-bas, c'est des criminels. Avec tous les morts qu'ils ont fait, que ce soit en Afghanistan ou dans tous les pays qu'ils ont attaqués. Mais s'ils signent ça, c'est même là-bas qu'on va arrêter en premier. Intrigué quand même. Moi, j'ai vu une petite porte claquée au nez de Trump dans les prises de position de la Russie ces dernières heures. Pourquoi? Parce que Poutine a répondu à la demande d'un journaliste de commenter la suggestion faite début novembre par un membre de l'équipe Trump de retarder de 10 à 20 ans l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et Poutine l'a déclaré déjà que Biden avait déjà fait la même proposition et que lui, peu lui importe que l'Ukraine elle rejoigne l'OTAN, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans 10 ans. Moi, pardon, Guillaume, est-ce que... Et en quoi, du coup, sa réponse est une porte claquée à Trump? Aucun rapport. Là, vous dites de la merde. Vous sortez des trucs de votre tête. Je ne vois pas en quoi sa réponse est une porte claquée à Trump. La porte claquée aurait été « je ne parle pas avec lui » ou un truc comme ça. Et il a apporté une réponse à la question qu'on lui a posée, sachant qu'il a précisé en plus qu'il avait déjà répondu à la question. Où est la porte claquée là-dedans? Moi, je ne la vois pas. Si quelqu'un la trouve, dites-moi en commentaire. Vous partagez cette analyse, l'impression qu'il vient de claquer une petite porte au nez de Trump, dont on ne comprend pas très bien la stratégie. Est-ce qu'on est en train, en revanche, de comprendre? Je ne vois pas où est la porte claquée. Il dit qu'il en a et qu'il en a... Pour lui, ça, voilà, ça l'indiffère. Quand est-ce que l'entrée, elle se fait? Où est la porte claquée? Il n'a pas fermé la porte à la discussion, à la négociation. Pourquoi vous parlez de porte claquée? Non, si vous avez compris, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. J'ai pas compris, moi. Que ça va pas être si simple. Que c'est pas parce que c'est Trump que Poutine va être un tout petit peu plus docile ou facile. Oui, je pense que... Ben, il a raison. Lui, il va défendre son steak. C'est pas parce que c'est Trump que ça y est, il va baisser son pantalon. Mais qu'est-ce que vous racontez, vous? Ça n'a aucun sens ce que vous racontez. Chacun cherche ses intérêts. La Russie défend ses intérêts. Ça veut dire que même si ça peut être même un martier en face, ils vont d'abord défendre leurs intérêts. Pourquoi vous voulez que, oh non, c'est Trump, oh oui, c'est Trump, on s'allonge, on se met par terre. Arrêtez vos bêtises, vous aussi. De toute façon, ce point de l'adhésion à l'Ukraine, c'est un point clé. C'est d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, un autre point de désaccord entre les Européens et les Américains. Les Européens, notamment la France, voudraient que l'Ukraine entre vite dans l'OTAN et Washington, comme d'ailleurs la République fédérale d'Allemagne, sont beaucoup plus réticents. Ben, normal, parce que si l'Ukraine rentre là dans l'OTAN, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est la guerre ouverte entre l'OTAN et la Russie, parce que le traité, l'article 5 de l'OTAN dit que si un pays a attaqué, c'est tous les pays qui rentrent en guerre. Si l'Ukraine rentre dans l'OTAN,
c'est tout l'OTAN qui se jette dans la guerre. Donc il y en a qui sont un peu plus mesurés, qui sont un peu plus malins que d'autres qui sont idiots et qui n'ont rien dans la tête. Qu'est-ce que vous en pensez? Et Poutine, effectivement, il se dit, mais c'est le moment, et c'est normal, avant une négociation, vous mettez la barre le plus haut possible. À la fois en termes de conquête territoriale, c'est pour ça que la Russie fait une pression énorme sur le front ukrainien, et ça c'est pour le côté militaire, le côté territorial, et puis dans le côté diplomatique, il y a effectivement le point clé de l'adhésion à l'OTAN, et là Poutine essaie de regarder jusqu'où Trump peut aller, éventuellement reculer, mais il ne sait pas si ce sera efficace. Est-ce qu'il n'est pas en train de le défier un peu, Trump? J'ajoute une nouvelle étape dans ma... Non, mais qu'on soit très clair. Là, chaque État cherche son intérêt. Les Américains n'avaient aucun intérêt à vouloir avancer l'OTAN jusqu'à la Russie. C'est eux qui ont défié la Russie de base. N'essayez pas de renverser le truc. Je comprends pas, là, vous... Je sais pas, on dirait qu'on n'a pas suivi les mêmes événements, en fait. Dans ma discussion, le ministre russe des Affaires étrangères a souligné hier que la Russie, elle était prête à engager des consultations avec l'administration de Donald Trump pour résoudre le conflit, ok. Voilà, ils disent qu'ils sont prêts à parler avec Trump, et vous dites qu'il a claqué la porte à Trump. Mais claquer la porte, ça veut dire qu'on ne veut pas parler. Non? Non, ils sont prêts à discuter, mais en fait, je sais pas, vous imaginez des trucs dans votre tête, en fait. Et que des discours, là je cite Lavrov, des discours vides de sens ne conviendraient pas à Moscou. Bien sûr, c'est les Européens qui font beaucoup de discours vides de sens. Regarde, écoutez-vous depuis tout à l'heure. Ce que vous dites, ça n'a aucun sens. Vous sortez des trucs sans queue ni tête. On ne sait même pas d'où vous les sortez, vous imaginez des trucs. Est-ce que ça fait pas quand même quelques avertissements lancés à Washington? Je pense que Poutine se dit qu'il peut pousser son avantage parce qu'il y a un message très important qui a été envoyé par Trump, qui a mis plusieurs semaines avant de réagir, mais qui a expliqué qu'il était opposé à l'usage de missiles de moyenne portée américains dans les profondeurs du territoire russe, c'est-à-dire les fameuses attaques MS que Biden a autorisé à frapper. En fait, c'est du matériel fourni par les Américains aux Ukrainiens. Les Ukrainiens les utilisent. Et Trump a dit, moi je suis contre ça. Et donc Poutine se dit, ok, ce qu'il veut avant tout, c'est la paix. Ce qu'il veut avant tout, c'est que les États-Unis ne soient pas engagés trop longuement dans ce conflit, parce qu'il y a un mouvement isolationniste fort. Bah, Trump, il a quand même une position plus mesurée que Biden. Personne ne va le nier. Mais Biden, c'est même pas lui qui dirigeait, c'était une c'était une momie, pardon. C'était une momie comme ça, il était même pas capable de rester conscient 5 minutes dans une conférence de presse. Vous vous rappelez la fois où il était en conférence de presse, il a commencé à parler au vent. C'est pas lui qui dirigeait, il y avait des gens qui dirigeaient derrière lui. Trump, il est plus mesuré dans ses propos. Et Trump, je pense qu'il est plus smart que Biden. Fort, notamment dans l'opinion américaine, et que donc Poutine se dit, bah, c'est le moment de pousser mon avantage. Mais je pense que tant que Trump n'est pas aux affaires, on ne peut pas savoir quelle est la réalité du rapport de force. Parce que Encore 20 jours à tenir. Encore 20 jours à tenir. En espérant qu'il ne lui arrive rien de grave jusque-là. À Trump, pardon, faut renforcer ta sécurité parce que toi, on veut ta peau. T'as une balle qui est passée dans ton oreille à quelques centimètres de ta tête. Hein. Fais attention avec ta sécurité. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui est au pouvoir, c'est Poutine. Donc il est le seul à vraiment parler. Et donc il joue avec l'honneur, on l'aura tous compris, et il le fait également par la voix de Sergueï Lavrov. Vous nous en dites plus parce qu'il met en cause la France, notre intégrité quasiment dans les dernières déclarations. Oui, c'est vrai. Et Jérôme Garot, qui est notre correspondant à Moscou, a eu l'occasion de poser justement une question à Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse, c'était hier, et d'évoquer la rencontre organisée par Emmanuel Macron le 7 décembre dernier avec évidemment Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Et voici la réaction du chef de la diplomatie russe à cette rencontre. Nos collègues français nous ont proposé d'établir le dialogue à travers des canaux non officiels. Il avait déjà dit, dans la dernière réaction, j'en ai parlé. Il y avait la dame de mauvaise foi là qui racontait n'importe quoi. Donc, la France a essayé de négocier sur le conflit ukrainien dans le dos de l'Ukraine. On peut être comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça vraiment c'est méchant ça. Donc sans participation de l'Ukraine d'ailleurs. Ils veulent négocier en leur nom pour eux. Et c'est eux qui disaient non, mais c'est l'Ukraine qui décide. Alors que la planète entière a vu, ça s'est passé sous nos yeux. Dites-moi si je mens. On a vu ici
la Russie commençait les négociations avec l'Ukraine au début du conflit. Et on a vu Boris Johnson, le Premier ministre britannique, aller en Ukraine interdire à Zelensky de négocier et lui dire qu'il aura tout le soutien de l'OTAN jusqu'à l'effondrement de la... On a vu ça ici, on a vu ça. Hein? La France continue à dire qu'il faut continuer à taper sur la Russie pour que l'Ukraine ait des positions plus fortes pour négocier. Donc ce comportement ambigu ne nous donne pas l'envie de considérer sérieusement les initiatives de nos collègues français. Et il a raison, parce que Sergueï Lavrov avait aussi raconté, c'était au moment de la crise libyenne, que il me semble que c'était Fabius, le ministre des Affaires étrangères à ce moment-là, quand il lui avait demandé de soutenir l'opération au Mali. C'était au Mali, au début de l'opération Barkhane. Parce que la France, lors de l'attaque en Libye, avait demandé à la Russie de ne pas s'opposer parce que il soutenait les pseudo-indépendantistes dont tout le monde a compris que c'était des terroristes. Et ils ont demandé à la Russie de ne pas s'opposer à l'opération que la France allait mener au Mali. Et Lavrov avait dit qu'il avait répondu à Fabius, vous vous apprêtez maintenant à combattre au Mali ce que vous avez soutenu en Libye. Et apparemment, Fabius lui avait répondu, c'est la vie. Cette vidéo, elle est disponible. Ça existe. On a vu ça ici. Ça s'est passé sous nos yeux. Et donc, c'est pour ça qu'il parle de double jeu et d'ambivalence. Parce que Lavrov, il a vécu tout ça. Il nous a raconté tout ça. Et... Alors de son côté, la France refuse ces tractations secrètes. Une source proche de l'Élysée. La France refuse. Vous croyez qui dans l'affaire? Vous croyez la Russie ou vous croyez la France? Quand la Russie dit que la France a voulu négocier dans le dos de l'Ukraine, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les Russes disent vrai? Ou bien est-ce que c'est la France qui dit vrai? Qui est le monteur de l'histoire? Quand on sait, je tiens juste à rappeler les faits que dans le conflit en Ukraine, la Russie a signé les accords de Minsk et que le président français et la chancelière allemande ont déclaré qu'ils avaient signé les accords de Minsk pour permettre à l'Ukraine de se préparer pour faire la guerre. Ça veut dire que depuis le début, ils étaient dans le double jeu. Maintenant, c'est qui est la personne sérieuse et la personne la plus franche de l'histoire? Dites-moi dans les commentaires. Apprenez hier LCI qu'aucun contact n'avait été établi à ce sujet avec la Russie. Tout avec les Ukrainiens, rien sans les Ukrainiens. Voilà ce que dit cette source. Une autre source, cette fois-ci diplomatique, affirme que les autorités russes regardaient son coutumière, je cite, de propos intempestifs qui visent à instrumentaliser une guerre d'agression dont elle porte l'entière responsabilité. Et cette source poursuit en disant... Dans la guerre en Ukraine, c'est marrant parce qu'il ne parle jamais des attaques du régime de Zelensky sur le Donbass. Parce que Poutine justifie son intervention en Ukraine par le fait que la population russophone du Donbass était constamment sous l'attaque du régime ukrainien. Ça, il ne le parle jamais. La guerre n'a pas commencé en 2022, elle a commencé bien avant. L'intervention militaire, là, c'est pas là le début, hein. C'était avant. Avant. Sauf qu'il ne parle jamais de l'avant, il ne parle jamais de la cause, il ne parle que de la conséquence. On a vu dedans. Que l'Ukraine a proposé une formule de paix que la France soutient. Une paix conclue sans les Ukrainiens ne pourrait être en aucun cas une paix durable. Merci beaucoup, Jordan. Oui, Christelle Manon. Oui. Bah, il a raison, c'est quand même le pays des Ukrainiens qui est en question, là. On voit que cette guerre, elle ne se joue pas que sur le front et que sur la question des négociations entre chefs d'État. Elle se joue aussi, c'est une guerre, on l'a dit souvent ici, c'est une guerre de l'information, c'est une guerre de l'opinion. Et c'est intéressant de constater que parallèlement aux déclarations de Lavrov, qui essaye en fait de brouiller le message entre la France et l'Ukraine, alors qu'on sait que Volodymyr Zelensky, en plus, est plutôt assez proche du président Emmanuel Macron et qu'on imagine peu que d'un côté il lui envoie des Mirage 2000 et que de l'autre côté il négocie dans son dos. Cette nuit, il y a eu une attaque. Est-ce que ce serait vraiment étonnant de Macron? Est-ce que ce serait vraiment étonnant de Macron quand on connaît son caractère? Son caractère, pardon. Le personnage c'est un vicieux, ça se voit que c'est un vicieux. Vous, ça vous étonnerait que Macron fasse un tel mouvement? Moi, personnellement, ça ne m'étonnerait pas. Je pense que ça colle au personnage.
descente de trolls russes qui ont essayé de convaincre l'opinion que l'Europe et la France étaient dépendants du gaz russe et que donc il fallait mieux se ranger du côté de la Russie que du côté de l'Europe. Et c'était assez intéressant à observer. Oui, parce que le gaz fourni par la Russie, la majorité des pays européens en étaient dépendants. Sinon, pourquoi? Expliquez-moi si c'est pas vrai. Expliquez-moi pourquoi les industries allemandes sont actuellement en train de fermer pour tout délocaliser aux États-Unis. Si c'est pas une question de gaz. Pourquoi actuellement certains pays européens continuent à acheter les énergies russes en passant par l'Inde? S'il n'y avait pas une question de dépendance derrière. Si les Européens n'utilisaient pas vraiment beaucoup le gaz russe, pourquoi les pipelines que les États-Unis ont détruits ont été construits? Pourquoi expliquer tout ça? Ben là, vous parlez dans le vent. Parce qu'il se trouve que hier soir, dans les tendances sur X, il y avait Arthur et les enfants de la télé et Sophia Aram. Et de façon, et c'est là où on reconnaît les trolls, c'est qu'ils prennent les mots-clés de tendance. Donc on avait ces mots-clés qui venaient agrémenter des tweets qui parlaient de l'alimentation en gaz de l'Europe et de la France. Et là, on reconnaît les trolls russes et les méthodes russes sont des trolls qui sont payés et qui sont là pour influencer l'opinion pour que petit à petit, l'Ukraine se cornérise, en fait, qu'on se dise ça n'en vaut pas la peine, faisons le pari de la Russie. Les discussions par canaux non officiels, est-ce que ce n'est pas déjà le cas en réalité? On va réécouter Didier François qui était à votre place, Xavier de Giacomini, juste hier, et il en parlait, regardez. Vraiment, c'est vraiment en train de se faire là maintenant. Voilà, il y a aussi des réunions avec les Russes qui sont prévues début janvier. Voilà, les choses sont en train de se discuter. À quel niveau ces réunions ça se passe entre qui? Ça se joue à quel niveau ces réunions? Ça se joue avec au niveau d'émissaires bien câblés sur les canaux de déconfliction qui ont été mis en place avant la guerre et qui fonctionnent depuis le début de la guerre. Donc, soyons pragmatiques. Ça existe déjà. On est toujours en contact, en réalité, avec les Russes par des canaux non officieux. Non officieux, dont on... Mais tout le monde est obligé de parler avec tout le monde. Arrêtez de faire... Non, mais c'est les relations humaines. Même dans la vie, quand tu te prends la tête avec quelqu'un, il faut discuter, il faut échanger. C'est les relations humaines. On se prend la tête, on se boude. Oh non, on se parle plus. Mais vous pensez comment? On ne sait rien et dont Lavrov ne nous dit absolument rien. Et derrière canaux officieux, on peut mettre tout ce qu'on veut, mais il y a toujours des contacts. Didier parlait à l'instant des canaux de déconfliction. Ça, ce sont des canaux très spécifiques, qui sont spécifiquement militaires, pour éviter une méprise, pour éviter qu'un incident n'embrase tout le conflit. Par exemple, si un avion russe est en ligne de mire d'un avion français, ou inversement, puisqu'on sait que les avions russes, notamment au-dessus de la Baltique, par rapport à d'autres avions de l'OTAN particulièrement, font des manœuvres extrêmement peu amicales, voire même très dangereuses. Ça, c'est pour la partie militaire. Pour la partie diplomatique, il y a toujours des discussions, mais qui sont totalement non officielles, qui n'impliquent pas la France à la limite, qui ne seraient pas reconnues par Paris. Mais là, ce que je vois dans l'attitude, les propos de Lavrov, qui ne sont absolument pas intempestifs, hein, c'est tout à fait prévu. C'est un plan machiavélique qui est en place depuis le début. J'allais dire depuis 2022. Non, il est en place depuis 2004, même pas 2014. Il faut récupérer l'Ukraine. Et pour cela, tout est envisageable. Vous avez entendu, il faut récupérer l'Ukraine. En fait, pourquoi vouloir aller harceler la Russie sur son flanc? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il y a la menace nucléaire qui revient à intervalles réguliers. Et depuis le début, vous avez noté, il y a aussi... Oui, mais c'est un facteur, c'est un paramètre à prendre en compte. La Russie, c'est un pays nucléaire. On ne peut pas jouer comme ça n'importe comment avec la Russie. Vous croyez que vous pouvez aller faire n'importe quoi à côté des États-Unis? Ils vont vous regarder? Mais ça va pas si vous pensez ça. Cette petite musique des négociations qui parfois sont portées par quelques idiots utiles plus ou moins appointés par la Russie ou pas. Voilà, vous voyez, pour eux, les personnes qui veulent les négociations, ce sont des idiots utiles. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, moi j'ai vu la guerre, je viens d'un pays en guerre, je sais ce que c'est la guerre. Je ne suis pas pour la guerre. Le peuple ukrainien meurt depuis maintenant 3 ans. En 2025, ça va faire 3 ans. Le peuple ukrainien souffre. C'est les Ukrainiens qui souffrent, qui sont dans une position difficile. C'est pour ça que moi, je veux les négociations et je veux la paix. C'est même pas pour moi, c'est pour les Ukrainiens. En quoi ça fait de moi un idiot? Pardon, si vous avez compris, il faut m'expliquer dans les commentaires. Moi qui suis là, je veux juste que des vies soient préservées et que les Ukrainiens ne meurent pas pour rien. Ni les Ukrainiens, ni les Russes. En quoi ça fait de moi un idiot?
pas d'ailleurs qu'ils le font juste pour leur propre intérêt, leur propre faire-valoir, de négociations qui sont toujours à sens unique. En fait, ce ne sont pas de négociations dont parlent les Russes, je le redis, c'est de capitulation pure et simple de l'Ukraine, à telle preuve que... Non, c'est juste que c'est le plus fort qui impose ses conditions. Ça a toujours été comme ça. Quand l'Allemagne a perdu la première... quand l'Allemagne a perdu la guerre mondiale, ils ont été en position... La deuxième guerre mondiale, pardon. Ils ont été en position d'imposer quoi que ce soit? Non. Ils n'ont rien dit du tout. Les négociations se sont faites sur leur dos. Là, l'Ukraine est en train de perdre. Mais l'Ukraine n'aura pas son mot à dire. C'est la Russie qui va imposer ses conditions. Parce que c'est la Russie qui gagne. Et j'ai le malheur de vous annoncer que l'OTAN, les Européens et les Américains ont échoué à apporter le soutien nécessaire à l'Ukraine. Et donc, ils n'auront pas non plus leur mot à dire. Ça sera les Russes qui vont imposer leurs conditions comme ils le veulent. Qu'est-ce que vous en pensez? Les oblasts qui seraient concernés par les négociations vont même laisser de côté la Crimée, mais ce ne sont pas encore conquis par les Russes, mais sont déjà intégrés dans la Fédération de Russie et dans sa constitution. Bah ouais, il a fait passer les référendums là. Ça y est, c'est la Russie. C'est bon, c'est là. Ça, vous pouvez oublier déjà que ce soit la Crimée, que ce soit les oblasts là, c'est fini. Et Poutine, il avait été très malin dès 2014 d'annexer la Crimée. Et il avait justement annexé la Crimée. Pourquoi? Parce que c'était son seul accès à la mer qu'on voulait lui couper. Et il avait vu le coup venir et il a pris la Crimée pour les empêcher d'avancer. Et j'avais entendu dire qu'il avait aussi fait pour qu'il y ait un conflit sur les frontières de l'Ukraine parce qu'un pays qui a un conflit en cours ne peut pas intégrer l'OTAN. Lui, depuis 2014, il ne veut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Non, les joueurs d'échecs, ils voient loin. Il dit que nous sommes dans l'ambiguïté. Posons-nous la question jusqu'au bout. Entretenons-nous, la France, oui ou non, une forme d'ambiguïté? Alors, dans le discours officiel, non. Dans le discours officiel. Donc, ça ne veut pas dire non tout court. Il dit dans le discours officiel, ça veut dire que officieusement, c'est possible. La République a encore reçu Volodymyr Zelensky juste avant de partir à Mayotte et il a réaffirmé l'alliance forte, indéfectible avec l'Ukraine en donnant d'ailleurs des manifestations concrètes, notamment des engagements de former davantage encore de militaires ukrainiens sur le sol français. Mais s'il y a une ambiguïté, c'est une ambiguïté ancienne. C'est l'ambiguïté du début du conflit. Quand Emmanuel Macron disait qu'il ne fallait pas humilier la Russie, quand il disait qu'il fallait continuer à avoir des liens. Et je pense que la diplomatie russe qui suit le... Mais c'est normal de continuer à avoir des liens. Le monde, il est global, il est internationalisé. On ne peut pas se couper d'un acteur comme ça. Regardez juste pendant le Covid, un événement qui s'est produit en Chine, ça a impacté la planète entière. Aujourd'hui, on est dans un contexte internationalisé et globalisé. On ne peut pas couper les ponts et les relations comme ça avec un pays. Surtout pas un pays aussi grand et important que la Russie. Mais qu'est-ce que vous racontez, vous? Très près, la situation française, c'est deux choses. La première... Si vous aimez la France, sincèrement, si tu aimes la France, tu dois vouloir que la France soit bien placée sur l'échiquier international. Et pour bien placer la France sur l'échiquier international, il faut avoir confiance de tous les coups qui sont joués par tous les pays. Il faut parler à tout le monde et observer tout ce qui se passe partout. Restez ouvert parce que si t'as un endroit que tu vois pas trop, comme dit Cédric Doumbé, faut surveiller les angles morts, faut regarder partout. C'est qu'Emmanuel Macron adore se mettre en scène comme étant un faiseur de paix au niveau mondial. Vous vous souvenez de ces diverses initiatives, il y en a eu au Liban, il y en a eu beaucoup d'autres, avec des succès d'ailleurs assez mitigés, mais enfin c'est pas le sujet. Et donc Lavrov se dit, mais Emmanuel Macron a sûrement la tentation de se dire, là je peux jouer un rôle. Et donc il lui envoie un petit message en disant, ah ben on se parle, sous-entendu on pourrait peut-être se parler davantage. Et peut-être que les Russes se disent que Emmanuel Macron a d'autant plus envie de jouer un rôle international fort qu'il est totalement discrédité sur la scène intérieure depuis la dissolution et que donc ce serait peut-être un moyen de retrouver une forme de prestige auprès de ses concitoyens français. Mais il a perdu tout français là. Emmanuel Macron, il a perdu la confiance des Français. Vous voyez pas là le pays, il est ingouvernable. Qu'est-ce que vous racontez? Nous déstabiliser, ils veulent nous mettre en difficulté, ils veulent nous diviser, mais ça marche. Sergueï Lavrov, il parle aussi, non pas seulement peut-être un appel indirect à Emmanuel Macron, mais à l'opposition, à Marine Le Pen, à ceux dont il estime qu'elles prendront peut-être un jour le pouvoir en France.
et qui auront une autre position diplomatique sur le conflit en Ukraine. Je sais pas, on a oublié, c'était en 2014, c'est pas si vieux, le faux référendum en Crimée pour annexer la Crimée à la Russie. Donnez des preuves que ce soit un faux référendum. Si vous avez des preuves, sortez-les. Sinon, c'est de la diffamation et c'est du mensonge. De la propagande. Faut donner les preuves qu'on parle. Moi, tout ce que je dis ici, là, c'est prouvable. Il y a les vidéos qu'on peut trouver sur Internet. Je sais pas si vous vous souvenez, cette délégation bidon qui avait été convoquée par les Russes pour venir observer les élections en Crimée, c'était Thierry Mariani, député européen, RN aujourd'hui, qui était venu pour prouver aux yeux de l'Occident que les élections s'étaient déroulées parfaitement et que tout était parfaitement démocratique. Voilà, Lavrov, il sait qu'il peut compter aussi sur des idiots utiles en France qui vont l'aider à développer cette espèce de poison de la pensée diplomatique française. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous avez aimé la réaction, mettez un j'aime. Abonnez-vous à la page. On réagit une semaine minimum sur une émission de LCI pour les contrées dures. Et tous les jours, je sors des shorts d'actualité. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à bientôt pour une prochaine réaction. C'est Héritier Bateke.